Bonjour, je suis Jenna Lopez. Je suis spécialiste en recherche et en mobilisation des connaissances au sein du réseau Learning Network et du Centre de recherche et d'éducation sur la violence envers les femmes et les enfants, le CRUVAC, de l'Université Western. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, Explorer la neurodivergence, le handicap et la violence fondée sur le sexe vers des pratiques plus affirmatives et accessibles. Je vais commencer par une reconnaissance territoriale. Je tiens à reconnaître que nous apprenons, parlons et organisons cet événement virtuel sur les terres traditionnelles des Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenapehoak et Shonotone. Ces terres sont liées au traité de London Township et de Sombra de 1796, ainsi qu'au pacte Wampum du bol à une seule cuillère. Aujourd'hui, cette terre continue d'accueillir de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue. Nous exprimons notre profond respect aux premiers habitants de cette terre et reconnaissons que la reconnaissance des terres et de la souveraineté autochtone s'accompagne de la responsabilité de comprendre l'histoire et les répercussions persistantes du colonialisme de peuplement. Ces répercussions continuent de se faire sentir de manière disproportionnée et quotidienne au sein des communautés autochtones. Nous rendons également hommage à ceux qui sont arrivés sur cette terre contre leur gré, en particulier ceux qui ont été amenés en raison de la traite transatlantique des esclaves et de l'esclavage. Nous reconnaissons également qu'aujourd'hui, les communautés autochtones sont confrontées à des formes disproportionnées de violences sexistes, ainsi qu'à une crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, et des personnes de LGBTQIA+. Nous reconnaissons qu'il est notre responsabilité dans le cadre de notre travail d'être informés de l'empreinte coloniale des préjudices qui façonnent des expériences de violence sexiste au sein des communautés autochtones et nous engageons à poursuivre notre travail de manière à soutenir au mieux la solidarité avec les survivantes autochtones et ceux qui les soutiennent. Merci. Prochaine diapo. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans notre série du réseau Learning Network et du Centre de connaissances, ici au Centre d'éducation, de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Le réseau LN est une initiative de mobilisation des connaissances financée par le gouvernement de l'Ontario qui comble le fossé entre la recherche actuelle sur la violence sexiste, les connaissances issues de la pratique et les expériences vécues, renforçant ainsi les capacités du secteur et du mouvement de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Le Centre des connaissances anime une communauté de pratique tenant compte des traumatismes et de la violence pour des projets menant des programmes d'intervention et de la recherche destinés aux personnes ayant subi de la violence familiale financés par l'Agence de la santé publique du Canada. Pour en savoir plus sur le réseau LN et le Centre des connaissances, veuillez consulter les liens vers les sites web qui sont dans le chat. Au nom de nos deux projets, bienvenue au webinaire. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous présenter notre présentatrice pour le webinaire d'aujourd'hui, qui s'appelle Explorer la neurodivergence, le handicap et la violence fondée sur le sexe vers des pratiques plus affirmatives et accessibles. La docteure Patty Douglas est professeure agrégée, titulaire de la première chaire en réussite et bien-être des étudiants et directrice du Centre pour l'engagement communautaire et le changement social à la Faculté d'éducation de l'Université Queen's. Ses recherches portent sur la remise en question des approches déficitaires du handicap dans les domaines de l'éducation, de la santé et des services sociaux à l'aide d'approches critiques et créatives, notamment des études critiques sur le handicap, le MAD Mothering, les études de décolonisation sur le handicap ainsi que les méthodologies artistiques et de narration. Elle a fondé et dirige le projet Restoring Autism, une initiative de narration multimédia qui réinvente de manière plutôt collaborative, la neurodiversité, les pratiques et les soins en valorisant la différence. Patty apporte également un regard critique et ancré dans son expérience personnelle sur les systèmes en tant qu'ancienne enseignante en éducation spécialisée et mère de deux fils neurodivergents. Elle est une conférencière internationale, une figure de proue des approches critiques et affirmatives de l'autisme, des soins et des méthodologies de narration. Son dernier ouvrage, Unmothering Autism, Ethical Disruptions and Affirming Care, a été publié en 2024 aux éditions UBC Press. Vous trouverez sa biographie complète et des informations supplémentaires dans le lien dans le chat. Patty, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous aujourd'hui et je vous cède maintenant la parole.
Merci, merci Jenna. C'est merveilleux d'être ici avec nous, avec vous. Donc, je deviens toujours un petit peu émotive quand je suis avec une équipe si formidable parce que le sujet est d'une importance capitale et la recherche que je mène a de plus en plus trouvé des façons de s'insérer dans les divers contextes. Donc, je suis honorée d'être ici. C'est merveilleux de voir des gens de tous les territoires de l'île de la Tortue. Alors, bienvenue donc. Je vais, bon, ça a déjà été fait, mais je vais donc exprimer ma gratitude de pouvoir me réunir avec vous. Je me joins à vous depuis l'Université Queen's Suisse au territoire de Shoshone et des Anishinaabe. Avant de commencer, je souhaite reconnaître les nombreux territoires d'où nous nous rassemblons. Et je vous montre ici un sentier près du lac Ontario, à proximité de Queens, bordé de fleurs sauvages violettes et de rochers. Et je suis vraiment engagée dans mon travail envers la réconciliation et la réconciliation et les corrections des préjudices historiques. Donc, je suis reconnaissante donc envers la Terre, envers les nombreuses personnes autochtones, ancestrales et contemporaines qui prennent soin de la Terre qui nous soutient. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais donner une petite statistique, ce que je ne fais pas habituellement, mais habituellement, je commence par une petite histoire, mais une personne sur cinq, on l'estime, est neurodivergente. Une personne sur cinq. Une personne sur cinq ici. Il y a peut-être 500 personnes ici en ligne. Et donc, soit donc 100 personnes pourraient répondre donc aux critères ou aux diagnostics ou s'auto-identifier comme neurodivergents. Cela veut dire que dans notre contexte, les services que l'on offre dans le cadre de notre recherche et les gens que l'on emploie, donc si on commence avec ça, les statistiques, c'est vraiment intéressant de voir euh, cette information. Vous avez reçu ces objectifs d'apprentissage déjà, je crois. Je vais parler du récit dominant concernant la neurodivergence et je vais parler des obstacles systémiques et structurels euh, pour que vous compreniez bien quelle est euh, quelle communication, donc mouvement corporel, expérience sensorielle, comment ça peut se décliner pour les personnes neurodivergentes. Et puis par la suite, en conclusion, nous parlerons d'autres approches créatives, affirmatives et axées sur la flexibilité que vous pouvez donc adopter. Il s'agit donc d'abord de reconnaître donc le contexte et le vécu des personnes neurodivergentes. Alors pour montrer ça sous une forme différente, nous allons commencer par le paradigme de la pathologie, le paradigme de la neurodiversité, puis nous passerons aux implications pour la pratique et nous passerons à une conclusion, puis une période de questions. J'ai aussi 3 vidéos à vous montrer. Je fais du travail multimédia avec des personnes neurodivergentes. Et ça va des jeunes, des tout jeunes jusqu'à des aînés. Et donc, j'ai apporté avec moi les vidéos qui me semblaient les plus pertinents. Et donc, à l'écran, j'ai des cordons sensoriels tressés qui ont été faits pour mon projet Restoring Autism. Il s'agit d'un schéma en arc-en-ciel et il s'agissait donc d'offrir un environnement sensoriel affirmatif pour tous les participants, toutes les participantes. Et la, les études que je mène donc visent à donc respecter
Donc, la neurodivergence, si vous devez bouger pendant que je parle, si vous devez gribouiller, manipuler des objets, aller venir, euh, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Donc, l'autostimulation, c'est une façon différente de bouger, de se présenter dans le monde, de se réguler, mais aussi de s'exprimer avec joie. On le voit à l'écran, une femme qui prend diverses positions et c'est une petite image qui qui s'intitule Respecter la stime, c'est-à-dire il fallait donc exprimer le fait que l'autostimulation, c'est pas nécessairement quelque chose dont qu'on doit craindre, mais il faut pouvoir le respecter. Par ailleurs, moi, je fais de la recherche, comme Diana l'a dit, comme en matière de d'autisme, de neurodivergence, des approches nouvelles donc aux soins et j'étudie aussi les pratiques dans le système de santé, du système d'éducation. Et c'est donc très pertinent pour le travail que vous menez. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste en violence fondée sur le sexe, en VFS. Mais mon travail touche à plusieurs formes de violence qui pourraient donc résonner. Je voulais aussi souligner que vous n'allez pas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en matière de neurodiversité aujourd'hui. Il y a plusieurs approches et beaucoup d'informations. Il faut faire une chose à la fois. Et c'est comme la décolonisation, on fait une chose à la fois. Ça peut sembler être un peu malaisé, mais il faut aller de l'avant et vraiment prendre son temps. Je vous encourage à persister, à aller de l'avant en relation avec ceux et celles avec qui vous travaillez et avec qui vous menez des recherches. Alors, le message clé de ce webinaire, le voici. La pratique neuroaffirmative, c'est-à-dire des manières affirmatives de pratiquer avec des personnes neurodivergentes, commence par l'examen des hypothèses que l'on détient, des biais et des préjugés. Donc, il faut pouvoir discerner, les repérer dans notre vie quotidienne. Moi, je trouve que ça se présente aussi, même dans ma vie, donc mon langage. Et donc, nous sommes immersés dans ce déficit, des pensées déficitaires en matière de neurodivergence. Il faut pouvoir donc repérer ces pensées, repérer euh, ces manières pour pour commencer à évoluer vers des approches plus affirmatives et plus inclusives, plus affirmatives et positives. Alors, je vais m'arrêter pendant à peu près 15 secondes. C'est toujours malaisé, mais je le fais toujours pour vous demander de réfléchir peut-être un moment ou peut-être mettre une chose ou deux donc dans le chat concernant cette question de réflexion. Où, donc, la question c'est où les préjugés concernant la neurodivergence représentent un déficit, se manifestent dans votre propre travail, votre recherche ou votre milieu de service. Donc, où ces préjugés se manifestent-ils dans votre propre travail, vos propres recherches ou votre milieu? Je vais vous laisser y réfléchir pendant un instant. Alors que nous voulons élargir le sentier des soutiens, c'est une question à laquelle nous allons pouvoir revenir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais parler un instant
du projet Restoring Autism que je mène depuis 2016. C'est là où beaucoup de ma recherche prend racine et aussi dans, évidemment, le domaine de la pensée critique en matière de handicap. Et cette image, donc, aussi, représente bien donc le projet d'entrevue et de conte, de narration multimédia pour représenter l'expérience vécue et affirmer des façons d'être neurodivergentes. Et les vidéos et les œuvres que je vais vous montrer ont été un peu partout dans le monde. Et je vous encourage à utiliser et à vous faire référence si vous en avez besoin. Et cette image est une œuvre merveilleuse qui a été faite par Mel Casey Johnston lors un de nos événements. C'est un artiste numérique Anishinaabe qui a créé euh, cette, ce- cette pièce merveilleuse. Ça montre un nénuphar avec une famille qui observe les étoiles. À l'arrière-plan, on aperçoit un loup et une lune ronde. Et cette image s'inspire des récits partagés lors de l'événement et de ma propre perspective sur ce que la société coloniale dominante considère comme étant un handicap, donc ou neurodivergent. Le nénuphar avec la famille qui observe les étoiles fait allusion à un conte traditionnel qu'on me raconte depuis mon enfance. Je me souviens que les anciens nous disaient que nous naissons tous parfaits, avec un don à partager avec notre communauté. Le loup nous enseigne également l'unité et la manière dont nous devons nous traiter mutuellement. Donc, le loup nous enseigne aussi l'importance de la structure de notre communauté et de l'attention que nous devons nous porter les uns aux autres. Et donc, nous traitons tous les membres de notre communauté avec respect et bienveillance, que nous correspondions ou non au concept colonial de ce à quoi ressemble un citoyen normal et désirable. Et il termine en disant merci. Alors, il s'agit de décoloniser, d'une compréhension de la décolonisation, en fait, et dans le cadre des variations du genre humain. Et moi, je suis pas autochtone moi-même, donc je ne peux pas le dire au nom. Donc, donc des personnes autochtones, mais je suis en relation et très intéressée par la contribution que l'on peut donc avoir avec les gens qui ont été précédemment exclus ou marginalisés. Maintenant, je vais vous parler du paradigme de la pathologie. Donc, je suis une chercheuse, donc je vais vous donner quelques euh, données de recherche. Je vous promets, ça ne sera pas trop lourd, mais il est important de comprendre ce que nous avons reçu dans notre système de santé, notre système d'éducation et, et qu'il y a un paradigme de recherche contre lequel nous poussons tous pour avoir des approches informées tenant compte de la violence, des traumatismes, la neurodivergence, de la diversité, pour contrer le capacitisme et ces intersections avec d'autres systèmes. Donc, le paradigme est le suivant. Alors, le paradigme de la pathologie dit que la neurodivergence envoie à diverses façons de communiquer et d'interagir, différentes façons de bouger, de percevoir, qui ont affaire avec le cerveau, la neurologie et tout le système nerveux existant dans le métabolisme, le corps humain. Ces différentes perçues par le paradigme de la pathologie, qui est principalement biomédical et conventionnel quant à la psychologie et la psychiatrie, sont donc, considère la neurodivergence comme étant anormale. Par exemple, l'autisme, dans ce paradigme, est
développement anormal ou un trouble. La même chose pour le TADA ou la déficience intellectuelle, les conditions de santé mentale, ainsi que le syndrome de Tourette et bien d'autres. Alors, hum, on parle donc de neuro-handicap et le paradigme nous indique que ce sont des problèmes qui doivent être résolus et dans le cadre biomédical. Et tandis que le biomédical peut être utile pour comprendre donc ce qu'on vit, les symptômes et ainsi de suite, et pour pouvoir aider la personne. Mais souvent, ces façons de penser, ces attitudes ne sont pas utiles dans notre recherche au quotidien, dans nos interventions au quotidien. Et comme je l'ai dit auparavant, une personne sur cinq environ s'auto-identifie ou répond aux critères de neurodivergence. Et le paradigme de la pathologie est un paradigme que nous questionnons dans notre travail, par notre travail même. Nous avons hérité ce paradigme de la pathologie et ce qu'il y a avec ça, c'est pas seulement de percevoir l'autisme ou les troubles d'apprentissage ou les troubles intellectuels comme étant des déficits qui doivent être réglés, résolus, mais ça nous indique aussi que les soins sont interprétés comme étant un diagnostic, une intervention, une correction du problème, souvent par les parents, la mère en particulier, parce que les soins sont souvent tellement genrés et nous, ça nous intéresse tous qui faisons partie du secteur des soins, de la santé, de donner des soins d'une façon particulière. Et ce désapprentissage, oh, cette personne a un problème, je dois régler cela avec X, Y, Z. Parfois, ça peut être peu utile. Alors, nous nous tournons vers les neurodivergents eux-mêmes, moi je le suis, pour comprendre une façon plus affirmative de soins ou de services. Et il y a aussi des stéréotypes qui accompagnent la neurodivergence, l'autisme et d'autres neurohandicaps. C'est perçu comme une tragédie, quelque chose qui est pitoyable, ou qui mérite notre pitié ou notre charité, ou ce sont des gens qui sont différents et qui ne sont pas comme nous. Et je suis toujours intéressée. J'ai inclus le début du critère de diagnostic de l'autisme dans notre DSM-5 et les premiers mots du diagnostic, ce sont des déficits persistants de la communication sociale et de l'interaction sociale. Alors, ce n'est pas comment les autistes se comprennent eux-mêmes. Et ce n'est pas tout ce qu'il y a non plus dans la neurodivergence. Ce n'est pas seulement un déficit persistant, ça pourrait être des obstacles à surmonter dans divers contextes, mais ce n'est pas nécessairement des déficits ou des problèmes. Il s'agit simplement de différentes façons d'être au monde. Donc, avec ce paradigme de la pathologie et cette approche de soins, il y a des stéréotypes et des stigmates. J'ai écrit à l'écran donc une image d'un médecin avec une jeune autiste. Il y a de plus en plus de représentations de neurodifférences dans les médias populaires. Ça, ça vient de la série qui s'appelle Le Good Doctor, le bon docteur, qui a donc lui-même qui vit avec une neurodivergence, on ne sait pas exactement laquelle. Et il y a aussi le documentaire, l'ancien documentaire
Donc, si votre enfant a une neurodivergence, souvent on disait c'était à cause des parents, la mère n'était pas assez bonne. Alors, on voit une image qui s'appelle la maman réfrigérateur. Donc, et c'était une attitude très patriarcale qui nous hante toujours. Donc, par ces stéréotypes collent. Et d'autres stéréotypes qui stigmatisent, par exemple, les neurodivergences sont souvent perçus comme étant un génie, une personne savante, vraiment différente de nous, ou moins, pas comme nous, moins que nous, ou soit plus que nous, ou moins que nous. Une personne, donc, qui a pas d'émotion, qui est semblable à un ordinateur, qui est socialement désintéressés parce qu'ils veulent rester seuls ou sont éternellement donc dans l'étape enfance de la vie. Et ça s'aligne aussi sur les préjugés que l'on porte envers les personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui sont dans la trentaine, la quarantaine. C'est souvent aussi, souffrent souvent de stéréotypes de paresse, de manque d'organisation. Et souvent, on parle d'hommes blancs, hommes. Souvent, on ne voit pas de diversité des genres. Et souvent, il y a une implication qu'une personne sera potentiellement dangereuse. Donc, c'est une question de stéréotypes, aussi, mais aussi il y a la question des femmes et la diversité des genres. Si vous pensez au bruit médiatique qui accompagne les transgenres, les personnes transgenres, par exemple, et il y a aussi le résultat, le stéréotype du fait que c'est le résultat d'un mauvais parentage ou maternage. Et lorsque l'on pense au service que l'on offre et que l'on essaie de faire quelque chose de plus affirmatif, c'est de là que nous partons. Nous savons que la représentation s'est améliorée. Nous n'y sommes pas encore. Nous savons que la loi concernant l'accessibilité, par exemple, la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario ou le cadre de l'autisme. Donc, on sait qu'on a tenté de faire des progrès grâce à cela pour lutter contre l'exclusion et la discrimination, mais on a constaté dans plusieurs projets c'est difficile d'entendre ces problèmes qui persistent après 20 ans de travail dans le domaine lorsque des gens autistes et autres neurodivergents font face à un système, que ce soit le système d'éducation, le système de santé, et donc ils vivent ces, ils vivent ces événements. Nous avons donc fait des entrevues près de 55 personnes autistes communément en Ontario quant à leur expérience. Habituellement, la moitié donc des participants donc sont des femmes, donc des personnes non binaires ou des personnes trans et 40% des personnes racisées. Et malgré les lois sur les droits de la personne et les progrès en matière d'accessibilité, la plupart du vécu, c'était négatif et préjudiciable. Donc, on a entendu dans ce groupe particulier des expériences au quotidien de violence et de stigmates, que ce soit donc la violence existentielle, par exemple, être traité comme si on est une sous-personne, un sous-humain, on n'a pas le droit d'exister, ou on nous, donc on est épuisé parce qu'il faut masquer la condition suite à un épuisement sensoriel. Si vous n'êtes pas donc neurodivergent, la personne qui est neurodivergente doit masquer son état et c'est épuisant. Évidemment, ça mène au stéréotype d'instabilité, de danger. Donc, il y a beaucoup de mauvais diagnostics, de médiagnostics, c'est commun parce que le capacitisme
vraiment dévalorise systématiquement le handicap. Le handicap. Plusieurs personnes autochtones, noires et racialisées ont été exclues de, des diagnostics qui ont été appropriés et demeurent souvent plus susceptibles d'être diagnostiqués avec d'un comportement, donc un trouble du comportement ou d'un autre trouble plutôt que d'autisme ou de neurodivergence qui serait plus approprié et plus exact et plus utile. C'est le cas pour également les jeunes, les femmes et d'autres personnes qui ne se conforment pas au genre. La plupart des personnes autistes auxquelles nous avons parlé connaissent un stress et la détresse quotidienne. Il y a donc une mauvaise correspondance entre leur façon d'être, d'apprendre et de naviguer les systèmes et sur ce qui est offert. Alors, si je réfléchis à ce qui peut être très compliqué comme un système par lequel doivent naviguer les survivantes, sans doute il y a vraiment un écart entre ceci. Ils ne peuvent pas naviguer à travers le système sans avoir des aides. Il faudrait une autre façon d'accueillir les personnes. Mais les participants avec lesquels nous avons parlé nous ont également indiqué qu'il y a un manque de soutien qui sont sécuritaires au niveau culturel relativement à leur soutien sur la neurodivergence. Les personnes noires, autochtones et racisées et d'autres ont dit que rien n'était tissé ensemble. C'est-à-dire, si vous êtes autochtone et neurodivergent, c'est séparé dans les systèmes plutôt que d'être réunis ensemble. Mais les bonnes nouvelles, c'est que lorsque les prestataires, qu'il s'agisse des enseignants ou d'autres prestataires de services, montraient qu'ils se préoccupaient, la personne essayait de faire preuve du fait qu'ils comprenaient et soutenaient et prenaient quelques minutes à passer avec les jeunes et avec les adultes. Ceci a fait une très grande différence. Bien que ceci relève des systèmes d'éducation, j'ai effectué d'autres recherches assez détaillées au niveau des systèmes de services. Et d'ailleurs, j'effectue cette recherche justement à Sault-Sainte-Marie avec les jeunes autistes qui doivent passer à travers les systèmes offerts. Nous découvrons les mêmes choses. Il s'agit des mêmes tendances vis-à-vis de ceux qui sont souvent des systèmes donc de suprématie blanche et capacitistes et d'autres par lesquels doivent naviguer ces personnes neurodivergentes. Donc, encore quelques mots sur l'intersectionnalité. Le capacitisme, c'est la dévalorisation systémique et l'exclusion des personnes handicapées et neurodivergentes. Et dû à cette intersectionnalité, les femmes, les filles, les personnes de genre divers, telles que les personnes noires, autochtones et racisées, sont souvent exclues des services et des diagnostics appropriés et du soutien au niveau des diagnostics et cela leur empêchait d'obtenir du soutien. Les personnes n'ont peut-être pas un diagnostic lorsqu'elles se présentent. C'est une raison importante pour laquelle il faut honorer l'auto-identification et augmenter les connaissances des survivantes sur elles et elles-mêmes pour connaître les façons de naviguer à travers les systèmes. Parce que les gens savent dont ils ont besoin pour réussir. Et encore une fois, il faut également avoir des soutiens des services culturellement pertinents. D'ailleurs, ils ont été développés. Et j'ai également inséré cet exemple ici. Des histoires réalité actuelles, vraiment interreliées, c'est-à-dire entre l'hétérosexisme et la patriarché. Tout ceci est inclus dans le traitement des personnes autistes. Et c'est toujours là aujourd'hui. Donc là, il y a toujours la thérapie de conversion a été utilisée sur les jeunes personnes autistes qui ont été utilisées un petit peu comme des cobayes. Ces jeunes-là étaient utilisés dans des expériences dans le cadre d'une recherche fort abusive. La thérapie de conversion qui en découle dans beaucoup d'endroits a été rendue illégale pour les personnes qui ne se confirment pas au genre, mais reste une pratique assez fréquente pour des personnes neurodivergentes et autistes. Donc, il est possible de trouver des personnes qui sont très traumatisées
non seulement dû à leur rencontre avec le système de patriarchie colonialiste, mais dû à des traitements capacitistes comme ceux-là qui essaient de transformer les personnes neurodivergentes à des personnes non neurodivergentes. Et dans cet article, justement, on parle de cette histoire d'intersectionnalité de façon qui est vraiment très vivante dans l'expérience vécue des personnes. Jenna avait vraiment développé un guide d'apprentissage merveilleux que j'ai eu l'occasion d'examiner. Et j'étais un petit peu, si vous voulez, experte conseil, réviseur. Alors, j'aimerais soulever quelques points qui s'entrecoupent avec les points que je viens de faire valoir. Je sais qu'après, vous aurez accès à cet article. Les personnes neurodivergentes subissent une violence systémique et existentielle. Elles vivent également la violence interpersonnelle plus souvent que les personnes neurotypiques et les taux de violence sexuelle et de violence interpersonnelle sont élevés chez les femmes autistes et les femmes de genre divers. Et il est important d'examiner comment le capacitisme et la violence normalisée se manifestent dans les milieux de service. Alors, je crois que nous arrivons à notre premier film. Alors, j'aimerais vous donner le contexte et ensuite j'inviterai Jenna et Mara, je crois. Mara, désolée si j'ai mal prononcé votre nom. Donc, d'organiser la logistique pour nous permettre de visionner le film. Mais maintenant, j'aimerais vous expliquer un petit peu quelle est l'expérience d'être neurodivergent dans un environnement inaccessible qui est structuré sur le capacitisme. À quoi cela ressemble? Donc, Raya va nous parler. C'est une jeune personne extraordinaire autiste qui a commencé dans un atelier de narration avec moi, mais elle est devenue co-conférencière, présentatrice pendant quelques années et qui passait par beaucoup de formations. Elle travaille avec les enfants et les jeunes. Elle a déménagé dans l'Est et elle me manque beaucoup dans mes présentations, dans mon travail. Mais il y a des questions de réflexion auxquelles donc on peut penser. Et je vous invite à prendre une capture écran. Donc, comment le paradigme de la pathologie se manifeste-t-il dans le film? Comment se manifeste-t-il dans votre vie, votre travail? C'est-à-dire nous ramener ça toujours à cette question qui nous amène à réfléchir au paradigme de pathologie. Et qu'est-ce que Raya qui raconte nous invite à voir, entendre, ressentir, percevoir qui pourrait être nouveau? Et de l'autre côté, je vais afficher encore une fois, lorsqu'on aura visionné le film, 7 à 7. Pendant 20 secondes, je vous demande de noter des mots, des phrases, des idées qui vous viennent à l'esprit pour que nous puissions avoir ça comme sujet de discussion. Jenna et Mara, je me remets à vous. Merci, Patty. Alors, quelques points de logistique. Nous allons maintenant mettre la vidéo de Raya et elle est visible pour tous ceux, les personnes qui nous écoutent en français continuent à utiliser le canal audio français. L'interprétation simultanée vers le français sera offerte tout au long de la vidéo, donc pas de changement nécessaire de votre bord. Et lorsque la vidéo sera terminée, on va s'organiser pour vous montrer les diapos en anglais et en français à nouveau. Et nous allons vous demander de tout simplement choisir les langues que vous voulez utiliser pour lire les diapos. Merci pour votre patience. Donc, il y a un corps non attendu qui se heurte de la grand-mère. Alors, j'arrive dans des drôles de salles de classe. J'essaie de rendre cohérent un monde de confusion. Tic, 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 tic. Et alors, j'ai un corps qui ne se contrôle pas. J'ai du mal avec mes émotions. Alors, c'est un cadre qui est toujours en motion. Doa, doa, doa. Alors, j'ai du mal, je saute, je gigote. Et la narration d'un corps automatique s'attaque à mon soi autiste. Do, do, do. La salle de classe n'est pas un lieu pour l'idiosyncrasie.
Alors, le langage me fait bouger, mon corps cherche un lien comme un comportement difficile plutôt que l'éducation. Moi, j'obtiens de l'intervention parce que, comme vous voyez, des vrais gens essaient de me mettre sur un dessin Rorschach, doa, 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 doa. Et moi, je suis toujours à l'extérieur, je garde vers l'intérieur, toléré parce que les gens n'ont pas le choix, mais accepté par les tablettes de livres. Alors, moi, vous voulez normaliser. Moi, je veux défaire les portes. Alors, écoutez, j'ai toujours mes vêtements à l'envers. Do, 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 do. Alors, je suis en solitude, ça change le cerveau, mais les académiciens rejettent ce narratif. Do à do, do à do, do à do. Alors, je vois beaucoup, mais vos yeux me voient. Et il y a une curiosité très froide. Et comment est-ce que je me sens? Je suis compromise par ces yeux. C'est pire encore. Alors, ils veulent tout me prendre, ils veulent me partager en deux, comme si j'étais vraiment un modèle d'anatomie qu'on regarde par un microscope. Alors, je ne regarde pas et je couvre mes yeux. On me dit, t'es pas d'ici. Mais non, pas du tout, mais je sais. Just let me know when you're ready, Alors, Jenna. dites-moi, lorsque vous êtes Okay, prêt, I'll just Jana. say briefly, Alors, thank you for your brièvement, patience again. So we will merci now pour set votre up the slides patience. again in both English Nous and allons French. And retourner à once nos the diapos en slides anglais et are en available, please français. make sure you're Et viewing the lorsque les correct screen. diapos sont I have disponibles, vous selected your assurez d'être sur le preferred bon audio écran channel, et pour que English vous ayez slides with English audio choisi or le French bon slides with French canal, audio. c'est-à-dire les diapos en français avec le français et en anglais avec l'anglais, l'audio. I'm just waiting for the English ones to come up. J'attends les diapos en anglais. Perfect. Parfait. So, I would like to just give you Alors, 20 j'aimerais seconds vous to donner jot 20 secondes down pour noter how the pathology paradigm showed up. What did you comment s'est notice? manifesté le If you paradigme de can relate it pathologie. to Qu'est-ce your que vous life avez and remarqué? work Peut-être vous context pourriez and relier ça à other things you votre think the vie, à votre storyteller might be contexte de asking us travail. Également, ce que to la pay narratrice attention to. And nous I'll just start demande that de now. bien regarder de près. Je vais commencer ça. Okay. Très bien. Go on. So just to wrap up, the pathology Pour paradigm conclure, persists le in paradigme de different ways as pathologie persiste de plusieurs miscommunication, façons, en tant que stigma, we can mauvaise have communication, la loneliness, stigmatisation, il peut y avoir la fear-based solitude, assumptions about donc on behavior, prend pour acquis des about being présomptions, social des or not being hypothèses sur social, le comportement, être inaccessible social ou non, practices également des like pratiques complex inaccessibles comme des bureaucracy. processus Oh, bureaucratiques complexes. something is happening here, Il se sorry. passe quelque chose, je suis désolée. And inaccessible sensory Également des environments environnements or sensoriels stigma inaccessibles about different ou ways of également living and de la moving, stigmatisation sur la façon etc. d'être, de se So to comporter, move on, etc. the Pour continuer, neurodiversity paradigm donc le kind of paradigme offers de la us a different neurodiversité future of support nous and offre un providing nouvel service. avenir sur le And it's really soutien et la grounded prestation in de having services. Et il est about us fondé without us. de So sort of the rien sans slogan of the nous, disability sur rights nous, sans movement, nous. C'est different vraiment le racial justice slogan du movements, mouvement des and droits des probably personnes embedded in a handicapées et lot du of the droit work you des do personnes is to racisées. listen Et sans doute, to ça fait partie de beaucoup du neurodivergent travail que vous faites, people's c'est-à-dire lives. écouter So les let me personnes just familiarize neurodivergentes you with a elles-mêmes. few Alors, terms. j'aimerais vous I'll move a montrer little bit more quelques quickly termes through this et je vais part. procéder un peu plus So rapidement à travers cette neurodiversity section. is a La word that neurodiversité, c'est un mot describes a state qui of décrit being. un état So we're d'être. all part of it. Nous en faisons tous partie. Nobody is part of neurodiversity Personne and then not part of ne neurodiversity. fait partie de la It's kind of like neurodiversité et ensuite est biodiversity. exclu. It C'est un just peu adds the comme la variation in biodiversité, ça permet human de décrire la variation communication, au niveau de la sociality, communication and humaine, la some sort of socialité, etc., et un neurofunctioning. petit peu le fonctionnement neuro. Neurodivergence, again, Et encore is une a fois, la term that refers to neurodivergence, all c'est of un those mot labels or diagnoses or qui identities renvoie à that toutes ces are sort of identités thought
ces étiquettes qu'on estime ne faisant pas partie de la normale. Et évidemment, vous avez le paradigme de la neurodiversité y attache vraiment un prisme plus positif. Ça provient de ce langage, de cette recherche et de ce militantisme provient du mouvement de neurodivergence qui a été fondé par les autodéfenseurs autistes à la fin des années 80, début 90. Et ce mouvement préconise les droits de la personne. C'est semblable comme d'autres mouvements qui cherchent leur justice. On peut également vérifier, je vous invite d'ailleurs à le faire, à consulter les autres articles. J'inclus ici donc des personnes à voir, c'est Nick Walker, Stephen Kapp, Robert Chapman, et évidemment le projet Restoring et les autres sujets sur lesquels nous avons travaillé. Donc, il y a ce symbole de la neurodiversité. C'est un symbole de l'infini de la neurodiversité qui crée notre neurodiversité infinie. Alors, je voulais juste vous le montrer ici à la diapo. Maintenant, le paradigme de la neurodiversité par rapport au paradigme de la pathologie, c'est un petit peu la théorie qui sous-tend le mouvement pour la neurodiversité et qui sous-tend également le langage et la poussée vers une pratique plus juste. On dit que la neurodiversité est un élément attendu de l'expérience humaine et il faut s'attendre à voir des personnes diverses partout. Ce n'est pas une exception, ça fait partie de la règle du fait qu'on soit humain. Nous devons déconstruire les normes dont nous avons hérité du paradigme de pathologie. Également, il faut s'écarter de cette façon occidentale de bien comprendre la façon de communiquer, comment nous devrions nous développer, à quoi devraient ressembler les comportements, etc. Évidemment, dans le cadre de la sécurité toujours. Le capacitisme est interconnecté, comme nous l'avons dit, à d'autres formes d'oppression. Et les personnes neurodivergentes ont le droit, comme toute autre personne, d'avoir accès au soutien nécessaire pour qu'ils aient accès aux services ou à la formation ou aux autres choses auxquelles elles veulent participer. Ici, on voit cette roue de couleur à l'écran. Plutôt que d'avoir le spectre, on passe de faible fonctionnement, haut fonctionnement. Beaucoup de personnes neurodivergentes et les défenseurs ont réimaginé, si vous voulez, cette neurodivergence comme une roue de couleur. Et nous nous y trouvons tous quelque part. Nous sommes plus forts dans certaines parties par rapport à d'autres. Nous allons peut-être être exceptionnellement sensibles du point de vue sensoriel, ce qui peut nous rendre difficile la tâche d'être dans certains environnements. Nous avons peut-être du mal à nous organiser, ce qui nécessite un soutien accru de 1 à 1 qui nous permet de prendre le temps pour travailler avec une personne dans donc, le système d'accueil bureaucratique ou dans des situations de groupe. Ce ne sont pas toujours faciles pour des personnes neurodivergentes. Il y a également certaines modalités de thérapie, n'interpellent pas très bien les personnes neurodivergentes également. Donc, il faut élargir ces parcours de soins pour intégrer cette roue de couleur qui nous dit où se trouvent peut-être les personnes et quelles sont les façons créatrices qui nous permettent d'aborder les services et les soutiens. Alors, j'aimerais pendant une minute parler de la décolonisation et du travail que nous y avons effectué. Donc, en plus d'affirmer le paradigme de la neurodiversité, on dit, oui, on s'y attendait, c'est-à-dire on voit des personnes neurodivergentes partout, elles sont présentes partout, mais le colonialisme et ce paradigme de pathologie, le capacitisme sont très intégrés. Nous sommes en partenariat justement avec beaucoup d'organisations autochtones et des collectivités actuellement, y compris les communautés Maui en Nouvelle-Zélande et également des personnes au Manitoba et en Ontario. Et une de mes collègues, je reviens toujours à cette citation, elle dit « L'étiquette du handicap est une construction qui existe comme mécanisme du colonialisme et qui ne correspond pas aux perspectives autochtones de la différence. » Fin de la citation. Donc, il faut garder à l'esprit que pour des personnes neurodivergentes, qui sont également autochtones, qui ont accès à des services, eh bien, elles ne vont peut-être pas s'identifier avec le langage du handicap ou la neurodivergence, mais plutôt avec une différence qui est fondée sur la relationnalité, alors qu'on
pense à justement l'art extraordinaire de Niles au début de cette présentation, où les gens offrent différents dons. Il s'agit de toutes les personnes dont a besoin la communauté. Donc, un peu comme Te Aromani, il se réapproprie le langage d'un système axé sur le déficit du colonialisme plutôt que de parler d'autisme. Ils ont créé un mot, Tonga Wakitagawa, c'est-à-dire une phrase qui permet de décrire cette façon d'être de façon plus affirmative, c'est-à-dire dans leur propre espace et temps. Et je l'ai appris de la part d'autres collaborateurs à Tawak. Donc, c'est un autre espace, c'est une autre façon d'occuper l'espace, peut-être de bouger différemment, le fait qu'on a besoin de plus de temps, d'être seul, d'aller plus lentement, plus rapidement, le fait d'apprendre d'y aller une étape à la fois et de ne pas réfléchir à tout le processus. C'est vraiment un autre espace, espace à notre temps. Également, il y a la question d'orientation qui réside au cœur même du lotisme. Également, pour ce groupe, on utilise d'autres termes pour le TDAH, donc pour l'enlever de cette approche qui est lourde en déficit. Mais souvent, je reviens à cette citation également qui nous provient d'une entrevue au Manitoba avec une personne participante CRI qui était prestataire de services et qui, justement, fournissait des services standardisés dans leur établissement et elle a dit ces approches ne fonctionnent pas pour nos peuples. Et j'ai l'impression que si interpelle pas seulement les survivants autochtones, mais également les personnes autochtones neurodivergentes survivantes parce qu'il y a des différences. Alors, je voulais juste qu'on garde à l'esprit cette vérité de concert avec le paradigme de la neurodiversité. Également dans la ligne d'apprentissage que vous allez recevoir après, Jenny a fait un excellent travail également en mettant l'accent sur la justice pour les personnes en situation de handicap. Il faut réfléchir à ces 10 principes tels que l'intersectionnalité, le leadership des personnes les plus touchées, l'interdépendance. Il s'agit des principes qui s'alignent étroitement sur les principes de la sécurité, des soins, les relations et le fait de croire les survivantes. C'est une autre ressource à laquelle vous pouvez faire appel et vous pouvez en apprendre plus. C'est un mouvement dirigé par des personnes noires et également des personnes en situation de handicap neurodivergente qui réfléchissent à un avenir accessible. L'idée est de se préoccuper les uns des autres, de créer des relations plutôt que de mettre sur pied des systèmes et que toutes ces personnes se réunissent au centre relativement à tout ce qui se produit dans les collectivités. Donc, la neurodiversité, c'est paradigme. Il y a également l'approche de justice en matière de neurodiversité et des approches de décolonisation sont en alignement sur des approches que vous utilisez sans doute déjà. Alors, je voulais vérifier auprès de Jenna. Je crois que je vais omettre cette vidéo, mais j'aimerais vous encourager cependant à la visionner. Je sais que sinon, nous allons manquer de temps, donc je vais peut-être passer à la dernière partie. Mais cette vidéo, c'est fait par un prestataire de service avec un client et les clients disent qu'il entend des voix. Et c'est le processus de réflexion de la prestataire de service qui l'amène à un autre endroit, plutôt que d'y répondre comme étant un signe dangereux et pour en arriver à l'autre côté, qui est vraiment une approche beaucoup plus affirmative, neuro-affirmative. Alors, on n'aura pas le temps de la visionner, mais je vous invite à la regarder après. Ensuite, j'aimerais conclure cette partie-là. J'aimerais passer à la dernière section dans laquelle je vais vous montrer une autre vidéo qui fait une chose semblable sur les approches neuro-affirmatives. Maintenant, on a le paradigme, la décolonisation, l'intersectionnalité et la justice nous encouragent à désapprendre et à réapprendre relativement à ce qu'il a des stéréotypes et les déficits.
Alors, ce que j'ai commencé à faire pour vous ici, à cette diapo, c'est d'essayer de nouvelles choses, plutôt que toujours revenir sur les stéréotypes qu'on utilise fréquemment. Je ne veux pas tout passer en revue. Mais ce qu'on fait ici, on vous demande de pratiquer quelque chose que Damien Milton appelle la double empathie. La double empathie, tout d'abord, David Milton est un père autiste et il est également chercheur au Royaume-Uni. Il fait de la recherche avec participation sur l'autisme et il a trouvé cette phrase merveilleuse, la double empathie. Ça veut dire l'incompréhension va dans les deux sens parce qu'en raison d'un décalage dans leur communication et l'interprétation du monde. Et ceci exige que les deux parties fassent preuve d'empathie. Mais ce que nous allons souvent faire, vu que nous avons vécu plus dans un paradigme de pathologie, où nous avons normalisé le paradigme, nous disons, cette personne ne peut pas communiquer, ou nous disons que cette personne a du mal avec telle et telle chose, plutôt que de voir ça dans le cadre d'une relation dans laquelle les deux personnes doivent faire leur possible pour faire preuve d'empathie, pour comprendre différentes façons de voir le monde et des façons différentes de communiquer. Donc, on doit pratiquer la double empathie. En ce faisant, nous allons peut-être dire que quelqu'un, disons, qui un peu comme un ordinateur n'a aucune expression sur le visage, on ne sait pas comment interpréter ça, ou a peut-être éthique, ou se déplace d'une façon qu'on ne comprend pas tout à fait. On peut dire que cette personne ressemble plus à un ordinateur, plutôt que de dire que la personne n'a pas d'empathie. On veut dire que oui, il y a différentes variations sur la façon d'interagir et qu'ils ont un affect plutôt également très calme, un affect discret et différentes façons d'être dans le monde. Alors, si vous voulez bien me donner une petite minute, j'y reviens. Alors, plutôt d'appliquer le stéréotype sur qui sont les personnes neurodivergentes, c'est-à-dire un homme blanc. La neurodivergence ça est entrecoupée sur différents groupes. Souvent, ce sont des personnes diversifiées qui sont beaucoup plus sensibles. Elles sont très, très sensibles aux questions de justice et vraiment à l'affût. Donc, un environnement d'affect et sensoriel. Donc, il faut revoir ça comme une force unique et ça, c'est vraiment une chose très belle à faire. Alors, regardons ce qu'il en est pour la pratique. Dans le livre que j'avais publié en 2024, je fais appel à ce que j'appelle vraiment une approche neuroaffirmative dans les soins. Et c'est un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire, je vous invite à regarder comment ce paradigme de la pathologie se manifeste. Tout comme vous faites le travail de décolonisation, ce n'est pas une liste de contrôle. Vous cochez et ensuite vous avez terminé au niveau de l'accessibilité. C'est basé sur la relation. C'est continu. Il y a des différents niveaux d'apprentissage, l'un après l'autre. Et également, il y a la pratique des soins affirmatifs. Donc, il faut affirmer cette différence, ces variations, alors que vous entamez des relations avec les personnes que vous desservez. Je voudrais montrer ce film. C'est le film de JP et donc il faudrait donc pouvoir le montrer. Je sais que ça va passer. On dépassera le 14 heures, mais ça ira rapidement par la suite. Il s'agit simplement de penser à ce que ce conteur nous demande de concevoir et donc comment donc entrer dans le détail de la perception, le ressenti. Peut-être, Jenna, peut-être que Thank je peux you. vous I'll just demander. repeat my Oui, instructions from je vais before. répéter mes instructions de So for tantôt. the video will be visible to everyone, and for La those listening vidéo in sera French, please visible continue pour using tous. the French Ceux audio qui écoutent channel en français, and continuez simultaneously
à écouter l'interprétation qui se qui demeurera pendant le visionnement. Et une fois que la vidéo aura été jouée, à ce moment-là, on prendra un instant pour revenir à nos diapos en français ou en anglais. Merci. My favorite spots Mes endroits préférés, mes endroits have to be préférés quiet doivent être so that I can tranquilles recoup myself, pour que je puisse me retrouver, regain my energy, retrouver mon énergie and sometimes just have a moment of peace. et parfois même avoir un moment de paix. My main favorite spots are libraries Mes endroits préférés Churches. sont les bibliothèques, les églises and green aussi spaces. et les espaces verts. But lately, Mais it's récemment, almost like I'm losing my habitats c'est presque comme si je because I perdais can't get a mes moment habitats parce que je ne peux pas of avoir un silence. moment de silence People around me, en raison des sounds, gens qui sont autour de traffic. moi, des bruits, It's all de la overwhelming circulation. sometimes. Parfois, vraiment, je me sens dépassée par cela. In 2003, I En adopted a 2003, cat, j'ai adopté un chat and et it's like meeting another c'est version of me that he comme needs. He has the d'être une same autre, de needs rencontrer une as autre I do. version de moi. Il a les mêmes Again, besoins que the moi. world can be very Encore une fois, overwhelming le monde peut in vraiment terms of sound, être trop and lourd I can't exactly take him quant anywhere. au bruit. Et moi, je ne peux pas l'amener The nulle same part, ce chat, that you would do parce qu'il est très with a sensible au dog. bruit. Pas comme ce serait par exemple avec un chien. So like we both Alors, do it what we can on fait tous les deux ce qu'on to peut have some peace and quiet. pour avoir donc un peu de But paix again, et de it's like tranquillité. I'm losing my Mais encore une habitat fois, je in vous my dis, space je every perds year. mon habitat dans l'espace qui est rempli de partout. Thank you for your patience. I'll just say we are Merci setting the slides up again in both de English votre and French. patience So et nous once the allons slides are revenir available, please make sure you're aux viewing the text diapos en only français et and en that the slides anglais. are Vous n'avez qu'à les duplicated for choisir the au haut channel de English l'écran. slides with English audio or French slides with French audio. Alors, Thank pour you. que les diapos en français correspondent à l'audio en Thank you, français. Jenna. Merci, Jenna. Thank you, Mara, as well. Merci, So I'll Mara, just flip aussi. through. Alors, je vais Okay. passer So I wanted to end with pour some lists terminer for you that à kind of certaines tell listes you, direct you to some of pour those vous areas to be qui peuvent watchful and, vous attuned diriger vers when you're certaines thinking about this, zones for qui example, in your peuvent accessibility permettre plans or d'être plus sensibles, service par exemple dans plans. vos plans So d'accessibilité ou de for services. communication, Pour neurodivergent folks may les require communications, more une direct or personne concrete divergente pourrait avoir communication. besoin de communication plus Metaphor directe et and concrète anything like that can be et confusing. parce que Folks ça, may mask, les they may choses shut qui down, mêlent so les gens, qui embrouillent les gens, no font response qu'ils peuvent se masquer, for se a replier while sur and soi need ou, time. So ou thinking back to donc that sans, time and sans space répondre. difference. Alors, May rappelez-vous, experience le what temps et often gets l'espace sont called différents. meltdowns. On crée souvent, If donc, things ça crée have souvent un not gone effondrement. well and it's been Et si les very choses ne vont inaccessible pas over bien, and over again, et and sont for inaccessibles me, à maintes those et are maintes moments in fois, which we need
Et c'est là où j'ai besoin donc d'avoir un espace sécuritaire. Donc, et donc, mettre de l'avant des modes de communication diversifiés permet de régler cela. Ensuite, les fonctions exécutives, l'organisation, etc., ça peut nécessiter un soutien individuel de la planification. Donc, l'organisation et du temps nécessaire pour ça, de comprendre les répercussions des choix qui sont faits quant à la planification. Une note aussi, les personnes neurodivergentes sont plus susceptibles de vivre de la dépression, de l'anxiété. Alors, il faut donc aussi être sensible à cela. Les survivantes pourraient avoir de la difficulté en auto-représentation, à avoir accès à des systèmes complexes et à s'y retrouver là-dedans. L'interaction sociale aussi pourrait avoir donc une apparence différente. Ça peut être souhaité, mais ça peut être épuisant. Parce que de sembler être donc normatif, ça peut vraiment drainer une personne. Donc, ralentissez le rythme et le processus. Il faut aussi clarifier les attentes. Après créer des espaces sécuritaires. Et puis, la question sensorielle aussi, il faut tenir compte de l'accessibilité sensorielle, du son, donc le toucher, l'odeur. Donc, c'est amplifié, ça peut être atténué. Alors, il faut donc savoir où la personne en est quant à sa perception sensorielle. Et dans le guide d'apprentissage de Jenna, il y a aussi de l'information là-dessus, la façon dont nous concevons la pratique dans le projet, c'est par les principes d'affirmation. Donc, c'est l'idée de rien sur nous sans nous. Donc, présumer la compétences, donc embaucher du personnel neurodivergent ou des pairs mentors, donc pratiquer la double empathie, avoir une communication diversifiée et pratiquer l'engagement respectueux. Bon, par exemple, du point de vue sensoriel, baisser les lumières, un environnement sans parfum. Donc, il y a aussi un système rouge, jaune, vert qu'on peut mettre en place où on peut soit avec un bouton ou un collant où les gens peuvent vous laisser savoir où ils en sont. Vert, c'est bon, venez me parler, jaune, bon, peut être un peu moins, donc je me sens pas au meilleur de moi-même. Et le rouge, pourrais dire, je suis là, mais ne venez pas, s'il vous plaît, m'interpeller. Et aussi penser à des communications alternatives. Plusieurs de personnes qui peuvent parler souvent n'y arrivent pas selon les situations. Là, il faut offrir, par exemple, une période de soutien qu'ils connaissent ou d'écriture, l'écriture de la communication. Donc, les aider à écrire pour la personne. Également, ça peut aider. Penser à la complexité et à la duplication, donc des éléments que vous demandez, reconnaître l'intersectionnalité, il faut utiliser des pratiques culturellement affirmatives, demander à la personne autiste qu'est-ce qu'elle préfère, comment elle préfère être désignée. Donc, et ça ne prend pas beaucoup, vraiment. Ce sont des petits éléments qu'on peut faire un à la fois. Donc, vers des pratiques neuroaffirmatives, ça peut avoir un impact positif significatif, même des petits changements. Donc, et j'espère que cette conférence vous a été utile et que vous serez plus familière avec la neurodiversité et de quoi il en retourne. Et je m'arrêterai ici. Merci beaucoup.
Oh, Patty, thank you so much. Patty, I really enjoyed merci, that merci presentation beaucoup. and all of the different ways J'ai that you beaucoup shared aimé information throughout. votre partage And I love what you d'informations shared et about ce que vous how avez learning about partagé neurodiversity and concernant neuroaffirming care l'apprentissage de la being an ongoing neurodiversité. process. C'est un processus continu. So we'll move on for Nous to the allons Q&A passer now, and we à encourage audience la members période to de continue questions-réponses submitting your maintenant questions in et the Zoom nous vous Q&A, encourageons à and then we'll do continuer our à best to soumettre address vos as many questions questions as we dans can. la case questions-réponses Q&A et puis Okay, on fera so au mieux pour répondre à vos an questions. audience member said, you described Alors, quelqu'un neuroaffirming dit, practice vous as avez requiring an décrit ongoing les relational process pratiques of comme étant unlearning un deficit processus assumptions. relationnel In continu the de context of graduate social désapprentissage, work education donc specifically, where des students are préjugés simultaneously déficitaires. being assessed within Lorsque les institutional étudiants structures that sont that à may l'école ou themselves sont be en ableist, cours, how do you eux-mêmes think sont about toujours pedagogical évalués conditions selon des necessary pratiques for that capacitistes. unlearning to be Finalement, comment genuine est-ce que rather than performative? ce désapprentissage peut-il être I véritable can plutôt que repeat that performatif? if Yeah, I kind of made quick notes. Oui, So, j'ai pris like, des this is notes something rapides. that we Ça, deal c'est with on quelque my chose team que often. nous And traitons souvent avec I mon think, équipe. is this coming from a Et student or from est-ce que a ça vient professor, d'un prof a ou d'un faculty member? étudiant, Do you d'un know? membre de la faculté? Ça vient de qui? Because it might look different, but I Parce can que ça kind of pourrait see. Probably a student. Okay. peut-être un étudiant. So, Alors, find the faculty il faut who trouver are attuned with le professeur, la more professeure critical qui est understanding of sensible the à la university and of graduate compréhension work, donc du connect travail with other universitaire, du peers travail who des can diplômés, become, connecter we avec need d'autres pairs. collectors. We can't Nous live avons through these besoin de systems on our collectifs, own. de collectifs. On ne Um, peut naviguer seul dans ces I have a systèmes. lot of students who come Moi, to j'ai study with beaucoup me to d'étudiants qui viennent challenge those étudier avec moi practices. It's a slow pour process. Sometimes you questionner, have to keep défier yourself safe ces because you need pratiques. to Parfois, finish the program. il faut Other times you can move se sentir together en as sécurité pour students pouvoir or as finir le programme. faculty, and you Parfois, on peut can bouger ensemble en tant kind of qu'étudiant move ou que together corps and push professoral together for things. pour faire It's bouger les slow, choses. and we're C'est working on it lent, in mais on education y as well. So I travaille don't en have a perfect éducation answer également. for you, Il but n'y a donc it's pas de réponse parfaite. I think a big part of it is also care for yourself Et je pense qu'il faut because it's aussi prendre exhausting soin de work, and soi care parce for que each c'est du other. travail épuisant et il faut prendre soin des autres, s'entraider. Thank you. Another Merci. question here. So someone said, when we expand Quelqu'un a what dit, lorsqu'on neurodivergence means élargit by la listening to signification de la self-advocates and what neurodivergence autism means to en them, entendant honor that les without discounting and leaving behind the folks that experience autodéterminés, les the gens more or qui most expressed donc forms of autism who s'expriment can't et self-advocate comment and peut-on have very donc, high support needs. donc It aller de looks l'avant like en ne laissant somebody pas can sur be la touche discounted ceux qui sometimes. sont les plus hautement Yes, touchés par absolutely. la And neurodiversité, you qui know, ont the part of my work that I les only moindres kind of capacités alluded to in d'expression et that de one slide communication. around unmothering Alors, oui, autism absolument, j'ai is really parlé de around la care question du and parental maternage relationships and d'autisme. affirming Il s'agit de those soins, relationships soins as et well. So d'affirmation de ces relations many of également. the global north Plusieurs disability rights, and I would include travailleurs dans les neurodiversity droits donc rights des personnes movements, handicapées et des are mouvements very des kind droits of sont individual très focused individuels or et mettent l'accent disability sur community focused and l'individuel ou want to sur la kind of push communauté du out handicap et veulent care as something élargir that les soins. they don't want to associate with. And Non, I'm ils ne speaking veulent in pas general broad donc strokes, s'associer so plutôt aux this is soins en not général. everyone. Ce But n'est pas tout something le that I've monde. Je ne veux learned pas from my global south généraliser, mais c'est ce engagements que and j'ai my appris, moi, dans mon indigenous colleagues auto-engagement et de and mes collègues partners autochtones et partenaires is and my own life et sort of dans as ma propre a vie carer moi-même en tant que is the soignante aussi, importance c'est of care and l'importance of du soin, support de people l'entraide and of et du also soutien, taking on et those aussi stereotypes and those de kinds of devaluations. tenter de So ne I pas think about dévaloriser les autism gens from selon les stéréotypes patriarchy des and personnes plus touchées, a de ne lot to pas do with mettre une settler hiérarchie de colonialism and kind l'autisme. of Cela Euro-Western revient knowledge à un certain systems colonialisme that kind des of, systèmes de so we connaissances see sort of occidentaux autistic self-advocates où l'on who voit are les speaking or who autodéfenseurs are adept with autistes sort of qui alternative sont communication, vraiment speaking adeptes à out, des and then communications, there's a communications tension alternatives and a qui parlent sort of au ongoing nom des conflict autres. Et puis, il y a un between conflit then continu parents entre who are supporting and ceux-là speaking for et les their parents, les amis, les non-speaking soutiens qui les loved soutiennent ones or
et ceux qui soutiennent ceux qui ne peuvent s'exprimer, qui exigent divers soutiens. Mais je vois qu'on n'a pas besoin de parler pour être compétent et d'avoir des choses à dire. Il y a également l'idée du stéréotypage qui a été tissé dans cette polarisation qu'on voit dans le domaine. Alors, je dirais qu'il faut valoriser les soins et il faut valoriser ces soins affirmatifs. Et pour moi, ceci réside au centre. J'ai participé à d'autres projets où il y a de la narration, où on travaille avec des aidants adultes auprès des personnes adultes avec donc un handicap intellectuel. Il faut vraiment collectiviser et revaloriser les soins. Et ça, c'est vraiment une partie très importante. Merci. Et j'aimerais passer une question qui est reliée relativement à ce travail de martinage que vous avez fait. Un membre de notre public demande ceci. Est-ce que vous pourriez approfondir la notion sur le fait d'être mauvaise mère? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? J'ai travaillé sur le maternage, c'est-à-dire défaire le maternage et les mauvaises mères, tout ce thème d'être mauvaise mère provient de la recherche sur ce qui est arrivé des mères de personnes autistes. Les mères d'enfants autistes ont été recrutées dans ces régimes normalisants tout au long de l'histoire. Donc, il y a la médicalisation de l'autisme, on appelait ça l'autisme. À partir des années 40 jusqu'aux années 50, il y a eu les mères réfrigérateurs. Vous étiez une mère froide parce que grâce à votre nature complètement désordonnée, il y avait un problème avec l'amour que vous avez donné à votre enfant. Vous avez causé ce retrait, le repli sur soi de l'enfant autiste. Il y a la mère héros qui existe toujours. Vous devrez pratiquer ces thérapies normalisantes de façon intensive pour normaliser votre enfant. Que ces thérapies aident ou non à différents moments, ça c'est une autre question, mais l'intensité avec laquelle on a mis ça de l'avant et on continue de la mettre de l'avant, c'est ce à quoi je veux en venir. Et ensuite, vous avez les mères guerrières, où on dit qu'il faut tout surveiller, tout ce que vous mangez, où vous habitez, si vous habitez à côté d'une autoroute, quel est l'âge avec lequel vous avez l'enfant, c'est-à-dire quel âge avez-vous, est-ce que votre mère était, vous parlez de façon rude, et tout ce qui pourrait avoir causé un handicap chez l'enfant. C'est un petit peu ce qui permet de réguler les mères et nos actions. Et c'est vraiment axé sur le capacitisme, c'est pro-capacitisme, c'est-à-dire on devrait reproduire ces bébés parfaits. Et c'est une composante. L'autre, c'est ce qui arrive lorsque nous sommes là, nous sommes en train de défendre nos jeunes, nos enfants et même les adultes, c'est-à-dire nos enfants, et nous confrontons ces systèmes capacitistes. C'est un petit peu le travail que nous avons fait. Le maternage pose sur la façon dont ces systèmes maternels nous manipulent psychologiquement sur les soins. C'est-à-dire qu'on est en train de délégitimiser ses propres connaissances, c'est-à-dire les connaissances des soignants ou des personnes qui sont en première ligne. C'est-à-dire on est en train d'éliminer les connaissances que nous avons et on nous dit que nous sommes folles parce que relativement à ce que nous savons sur nos proches et parce que nous connaissons leurs besoins. Ou c'est ce que nous essayons de défendre lorsque nous sommes militantes ou des académiciens, des professeurs, nous sommes vraiment muselés par ces systèmes extrêmement puissants. Et j'espère que ça répond un peu à vos questions, mais je vous invite à me contacter après. Je serai heureuse d'avoir une discussion après. Merci. Je passe à une autre question sur un autre domaine du travail que vous avez mentionné dans la présentation. Quelqu'un pose une question sur la violence existentielle. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, signaler les pratiques utiles pour les femmes qui signalent ou sont passées par cette violence existentielle? Et vous avez parlé de la violence quotidienne. Oui, la violence au quotidien.
Nous venons de publier un mémoire et Libet Strauss et Heather Rice où nous avons examiné des entrevues effectuées auprès des jeunes autistes et leurs souvenirs de l'école, juste pour préciser la source. Mais également dans mon livre, j'ai commencé à le décrire. Et justement, je ne me rappelle pas du professeur noir qui en avait parlé. Il parlait un petit peu de meurtre de l'esprit. Le nom me reviendra dans un instant. J'ai un petit blanc de mémoire. Mais je crois que ces petits gestes de soins de relation vont loin pour ne pas répéter la déshumanisation qui s'opère à l'échelle structurelle, mais également dans les relations, parce qu'on refuse de croire, ou on refuse d'accorder le temps nécessaire, ou on ne pas regarder quelque chose et croire que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pratique. Je n'ai pas une bonne réponse en tête, mais je vais y réfléchir. Je serai heureuse encore une fois d'en parler avec vous. Mais c'est une déshumanisation qui se fait parce qu'on a été ignoré, on a été exclu. Et justement, il y avait un récit, une histoire, où une jeune personne autiste a été demandée d'amener une note à une autre salle. Et cette jeune personne, elle a porté la note ailleurs dans une autre salle de classe et ensuite, on leur a fait honte. On leur a dit qu'ils avaient mal fait et qu'ils étaient ensuite exclus. Alors, il faut vraiment s'interroger sur nous-mêmes. C'est-à-dire, quelles sont mes attentes? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que cette personne n'a pas compris ou est en train de faire son difficile? Ou y a-t-il un problème de communication? Mais je dois pratiquer la double empathie. Il n'y a pas vraiment une réponse générale, mais tout est question vraiment des détails, de tout ce que nous pouvons faire tous les jours. Et j'essaie également de maintenir de l'espace et élever les autres étudiants neurodivergentes et les personnes qui travaillent dans la communauté et à mettre l'accent sur l'intersectionnalité dans la mesure du possible, autant que possible. Et donc, si vous êtes en position de leadership ou influence, il faut utiliser ça pour élever ses connaissances et ses récits. C'est ce que je dirais. Vous avez mentionné brièvement les personnes marginalisées. Elles ont moins de chances de recevoir un diagnostic et elles vont se voir coller l'étiquette d'être neurodivergente. Alors, qu'est-ce que vous pourriez proposer lorsqu'il s'agit de travailler avec des clientes qui ne s'identifient pas encore comme étant neurodivergentes? Est-ce qu'il y a des ressources qu'on pourrait leur signaler? Comment est-ce qu'on pourra procéder dans un tel cas? Donc, du point de vue des prestataires, si vous soupçonnez que la personne est neurodivergente, il y a un autre type de communication, utilisez ce que vous observez et mettez donc en place toutes les pratiques affirmatives. Si une personne a cette étiquette, ce n'est pas tout le monde qui veut passer par le processus de diagnostic. Il y a tellement vraiment de différents niveaux, de détails. Il y a des personnes qui décident de ne pas adhérer à ce processus de diagnostic. Mais je crois qu'on pourrait faire ça et on pourrait offrir des choses. Néanmoins, je crois que c'est très sensible. Il faut vraiment faire appel à son jugement. Il faut bien connaître la personne. Il faut être confiant vis-à-vis de son niveau de confiance. Est-ce qu'on pourrait ou non, on devrait ou non le suggérer? Est-ce que la personne demande ses soutiens? Est-ce que c'est vous qui leur imposez ça? Je ne pense pas que votre prestation de service serait différente, à moins que vous ayez accès à un financement par le biais de cette étiquette. Et dans ce cas-là, vous pourriez vous en servir de façon stratégique. Vous pourriez peut-être dire, mais peut-être, je crois, vous correspondez à ces critères. On pourrait l'utiliser pour vous obtenir ce dont vous avez besoin. Mais sinon, c'est vraiment très, très sensible et vraiment dépendant des antécédents de la personne. Elle ne voudrait peut-être ou non pas passer par le processus de diagnostic. Merci. Je crois que nous avons le temps de prendre une dernière question. Ensuite, nous allons passer à nos mots de clôture. La dernière question
Qu'est-ce qui vous permet de rester connecté au travail lorsque le système change à une fréquence extrêmement lente? Et qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre travail? Très belle question. Je fais de la recherche sur les arts et je travaille avec différentes communautés partout dans le monde. Et c'est ce qui me permet de rester connecté. Également, il y a mes fils. Et je trouve des lueurs d'espoir. Et même pour qu'un tel séminaire comme aujourd'hui ait lieu, souvent, je suis émotive au début parce que je ressens l'importance de cela, le progrès qui a été réalisé. Vous êtes tous et toutes là. Vous avez cette ouverture d'esprit. C'est un lieu très différent par rapport à il y a longtemps. Donc oui, les systèmes sont lents. Néanmoins, il y a d'autres universitaires et des chercheurs académiques qui n'arrêtent pas de me rappeler que les choses sont en train de changer. Et le fait que les personnes neurodivergentes puissent maintenant parler et dire que ça prend peu, c'est juste un geste de soin qui peut me donner l'énergie dont j'ai besoin pour avancer. Et voilà, c'est ça. Merci. Je remercie. Mais avant de conclure, nous aimerions prendre un moment pour faire quelques annonces brèves et également, tout d'abord, merci Patty Douglas pour le webinaire d'aujourd'hui. Je tiens également à remercier les interprètes ASL, Marsha et Dean, et les interprètes en français, Caroline S. et Caroline N. Et un merci tout particulier aux équipes donc également Santé Connaissance et le Learning Network pour leur coordination dans les coulisses. Et j'aimerais également mentionner, d'ailleurs, Patty en a parlé dans sa présentation aujourd'hui, mais nous voulions vous parler de l'annonce récente qu'on va justement publier une ressource récente pour approfondir le sujet d'aujourd'hui, c'est la neurodiversité, la violence basée sur le sexe. Cette note s'intitule Neurodiversité, violence fondée sur le sexe, soutenir les survivants neurodivergents dans le contexte de violences sexistes. Elle a été rédigée justement par les membres de l'équipe du Learning Network, Dr. Patty Douglas. Restez à l'écoute car ceci sera publié bientôt. On va vous dire à quel moment le tout sera publié. Donc, au nom justement de Santé Connaissance et du Learning Network, nous avons hâte de vous accueillir à nos webinaires événements à venir. Il y en aura un au mois d'avril. Veuillez vous joindre à nous le 20 avril pour le webinaire qui s'appelle « Reconnaître l'importance de la violence familiale pour les meilleurs intérêts de l'enfant dans le contexte du droit familial ». Et encore une fois, il y aura d'autres informations et sur l'inscription à venir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et nous espérons de vous revoir la prochaine fois. Merci.